On est ravis de vous accueillir. Je pense qu'il vous tarde de rentrer dans le vif du sujet, donc je vais être très bref. Juste peut-être vous dire quelques mots sur l'Institut. L'Institut pour l'innovation et la compétitivité I7, on l'a créé avec Delphine, qui va intervenir juste après moi, qui est donc, comme vous le voyez sur le programme Directeur Corporate Europe de l'école. On l'a créé suite à une mission qui nous a été confiée par Christine Lagarde, du temps où elle était ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Et la vocation de l'Institut, c'est d'analyser, de développer, de promouvoir une vision d'innovation qui est intégrée à la fois dans sa dimension technologique et non technologique, ce qui nous amène parfois à mettre l'accent sur la dimension non technologique, parce que dans la mesure où il y a une pondération parfois un petit peu trop élevée dans notre pays sur la dimension technologique, enfin en tout cas on recherche, on est en quête d'équilibre, et on assure cet équilibre, de la même manière qu'on le fait également pour le volet compétitivité, sachant que c'est la compétitivité par l'innovation. Et quand on parle de compétitivité, on parle à la fois de compétitivité prix et de compétitivité hors prix. Alors on a des activités intenses. Il y a quelques semaines, une réunion de même nature a eu lieu et portait sur un travail important, sur une recherche qu'on a effectuée, que j'ai piloté sur l'énergie éolienne. J'y pense un peu parce que je me dis que les rayons de soleil comme ça, le soir, on a dû voir ça 2 ou 3 fois depuis, en fin de journée, 2 ou 3 fois depuis 7 ou 8 mois. Et on aimerait bien avoir une mini éolienne qui brasse un peu d'air parce qu'il fait un peu chaud. Enfin bref, donc voilà. Et par ailleurs, l'Institut, on le déploie évidemment sur les différents campus européens. Et toutes les recherches qu'on fait fonctionnent parce qu'on a cette envergure européenne et internationale. Je vois mes collègues ici, donc les collègues de Paris, mais je sais que Joachim Bitterlich, qui est collègue et ami, qui connaît particulièrement bien toutes ces questions, nous a beaucoup aidé, notamment sur les interviews en Allemagne. Si je le frappe, peut-être que ça va passer, non? Voilà. En quelques mots, donc je suis comme vous, je suis ravi maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Je suis comme vous tous passionné de modèles d'affaires, de modèles économiques et l'impact du développement durable sur l'évolution des modèles économiques, c'est tout à fait important et tout à fait important et tout à fait englobant également comme vision de la transformation dans laquelle nous sommes. Delphine, je te passe la parole. Delphine Manceau. Bonjour à tous, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ESCP Europe et à l'Institut pour l'innovation et la compétitivité. Donc, vous êtes nombreux et j'imagine que vous êtes là pour entendre les résultats de l'étude. Donc moi, je vais essayer d'être le plus bref possible jusqu'à la présentation des résultats. Et puis, je reviendrai ensuite avec Catherine pour animer la table ronde et les débats avec vous. Donc, juste pour me présenter en 2 mots, moi, je suis professeure ici à ESCP Europe, où je dirige la division corporate qui pilote l'ensemble des relations de l'école avec les entreprises, à la fois en formation continue et puis aussi en termes de collaboration pour des recherches. Et je crois que l'étude que nous vous présentons ce soir est une belle illustration, puisque c'est une étude menée conjointement entre les professeurs-chercheurs de SCP Europe qui sont spécialisés dans l'innovation et dans le développement durable, et une entreprise, en l'occurrence Wever, qui a choisi de travailler avec nous sur ce sujet. Donc je voudrais déjà commencer par remercier toute l'équipe de Wever pour sa contribution au projet, et notamment sa dirigeante Catherine Ronge, qui parlera juste après moi, pour cette coopération. Ce n'est pas toujours évident de travailler conjointement entre une institution académique et un cabinet de conseil qui a d'autres types d'activités, mais je crois que ça a été un cas assez exemplaire de coopération. Finalement, nous avons mis ensemble nos visions complémentaires du sujet, nos approches différentes
sur les pratiques des entreprises et nos réseaux aussi et nos contacts avec différents secteurs. Alors, l'Institut pour l'innovation et la compétitivité, c'est, comme le disait Pascal, un think tank académique qui essaye d'analyser les nouvelles pratiques des entreprises en matière d'innovation. Nous essayons de repérer les pratiques émergentes en matière d'innovation, de les analyser, de comprendre au-delà des effets de mode ce qui se passe vraiment dans les entreprises ou dans les institutions que nous étudions, et aussi d'en dégager certaines recommandations à la fois à destination des entreprises et parfois à destination des pouvoirs publics. Il y a un peu plus d'un an, nous avions fait une étude sur l'Open Innovation qui s'appelait Open Innovation, What's Beyond the Buzzword, à partir du constat que tout le monde parle d'Open Innovation, mais nous voulions savoir ce qui se passe vraiment dans les entreprises autour de l'Open Innovation et les effets que ce type de pratiques peuvent avoir. Eh bien, c'est exactement le même type de démarche que nous avons suivi pour cette étude sur innovation et développement durable. Ce que nous appelons, nous, innovation durable, mais nous nous sommes rendus compte au fur et à mesure que innovation durable prêtait à confusion, puisque pour certains, innovation durable, c'est une innovation qui est là pour longtemps, mais qui n'est pas forcément si développement durable que ça. Donc voilà. L'innovation et le développement durable, ce sont des sujets qui sont très très présents aujourd'hui, à la fois dans le grand public, dans les médias, mais aussi dans les entreprises. Et nous avons voulu savoir, au-delà des discours, ce qui se passe vraiment. C'est vraiment l'optique de cette étude, de savoir comment les entreprises appréhendent ces sujets et ce qu'elles font en la matière. Donc c'est ce que nous vous présenterons dans un instant et nous serons ravis d'échanger avec vous sur ces sujets. Peut-être avant de passer la parole à Catherine Ronge, je voudrais vraiment remercier mes collègues et l'ensemble de l'équipe qui ont travaillé à cette étude. Donc, parce qu'en fin d'événement, vous n'aurez plus l'attention nécessaire pour entendre ces remerciements, et j'y tiens particulièrement, puis vous penserez uniquement au cocktail et au champagne à la fin. Donc je voudrais très chaleureusement remercier mes trois collègues, Aurélien Acquier, Valentina Carbone et Olivier Delbar, qui ont beaucoup travaillé à cette étude. Je voudrais également remercier Catherine, je l'ai déjà fait, mais aussi Florent Gittiot de Wever, qui a aussi beaucoup contribué. Et puis, last but not least, parce que ce sont elles qui ont travaillé peut-être de manière la plus acharnée, et on le voit à la pâleur de leur visage ce soir. Alors, Pilar D'Acosta, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais aussi Julie Fabry, qui est là, et qui a non seulement travaillé sur l'étude, mais aussi sur l'organisation de cet événement. Donc, merci Julie, et puis merci à vous tous. Écoute, Delphine, merci pour cette belle introduction. Je crois que tu as couvert déjà pas mal de sujets. Merci aussi à Pascal Morand de nous accueillir ici et d'avoir fait ce mot d'introduction. Donc, comme vous l'avez compris, je dirige le cabinet de conseil Weave Air. Excuse-moi, je te reprends, c'est pour la 3e ou 4e fois, Delphine, mais je me permets de le faire. Donc, Weave, W-E-A-V-E. Donc, je m'appelle Catherine Ronge. Je dirige donc Weave maintenant depuis 8 ans. Nous sommes une équipe de 10 personnes. Florent, effectivement, a été largement impliqué sur cette étude, mais aussi, n'oublions pas tout le reste de l'équipe, toujours très motivé et passionné par tous ces sujets. Donc, Weaver, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes un cabinet de conseil en stratégie et innovation. Nous aidons nos clients à innover. Bon, c'est pas nouveau quand on s'appelle effectivement cabinet de conseil en stratégie innovation. Je pense que notre particularité, c'est qu'on a un regard développement durable. C'est-à-dire qu'on approche les entreprises et on aborde le sujet de leur stratégie avec ce prisme du développement durable. Je pense qu'il est notre marque de fabrique. C'est aussi la raison pour laquelle, bien sûr, nous avons conduit cette étude avec l'Institut pour l'innovation et la compétitivité. Au-delà d'avoir ce prisme, je pense qu'il aussi nous motive, c'est d'essayer de dépasser les logiques, on va dire, traditionnelles de l'innovation. Et bien sûr, quand je parle d'innovation, on est bien en phase, là aussi, avec ce que disait Delphine et l'équipe qui a travaillé sur le projet. On parle d'innovation au sens large. Mais effectivement, ce qui nous motive, ce n'est pas simplement de regarder des produits, les offres et d'essayer de les faire évoluer de façon incrémentale.
notre conviction est que face aux défis qui sont devant nous, à l'évolution du contexte économique, des crises que nous traversons, eh bien, si on continue, j'allais dire, à faire business as usual, eh bien, on sait bien qu'à un moment donné, là, pour le coup, les entreprises ne seront plus durables. Donc, on a quelques beaux exemples dans le passé d'entreprises qui n'ont pas vu venir des concurrents qu'ils n'anticipaient pas. Voilà, donc notre métier, c'est ça, c'est aider nos clients à innover, à imaginer, à inventer de nouveaux business models pour être plus performants, plus durables et se positionner sur le marché de demain. Donc je tiens à remercier particulièrement l'équipe, et là c'était une équipe mixte. Pardon. C'était mieux comme ça. Pardon. Donc je tiens à remercier tout particulièrement l'équipe mixte, et vous allez voir que dans les recommandations on va dire les illustrations qui ressortent de cette étude, le fait d'hybrider les compétences est quelque chose de très important. Eh bien, nous l'avons fait avant même d'ailleurs de lancer l'étude, puisque effectivement de mélanger des compétences plus liées de recherche, effectivement de réflexion, comme nous l'avons fait avec le SCP, et nos propres compétences au niveau de WeVer, des compétences qui sont très pragmatiques, hein, même si on a tous et on continue à faire de la veille et à s'enrichir, en particulier sur l'étude des nouveaux business models. Eh bien, cette hybridation, je crois, nous a permis de sortir une enquête très intéressante et d'avoir un terreau qui, j'espère, va vous inspirer ce soir. Voilà, donc, je vous invite, d'ailleurs, je fais un petit peu de publicité, hein, mais les temps sont ce qu'ils sont, donc n'hésitez pas à aller voir notre site. Vous verrez qu'on a une démarche d'innovation qui s'appelle l'Airlab, qui est intéressante et je pense qui permet de résoudre des problématiques comme celles auxquelles on est confronté aujourd'hui et qui, effectivement, essaye de résoudre les défis, et en particulier les défis de développement durable. Voilà, donc merci encore une fois à l'ESCP, à l'ICET, à la fabuleuse équipe, je crois, qui a été constituée, et je ne vais pas redonner tous les noms. Et n'oublions pas aussi que nous avons eu 4 experts qui nous ont accompagnés, en particulier dans une phase importante, qui était après la phase d'études qualitatives, de façon à lancer de façon plus large une enquête. Et nous les remercions donc pour leur aide dans l'amélioration de la compréhension du sujet. Donc je voudrais remercier Arnaud Berger, qui n'est pas là ce soir, qui est directeur développement durable. Je pense que certains d'entre vous le connaissent, du groupe BPCE, hein, Banque Populaire Caisse d'Épargne. Je tiens aussi à remercier particulièrement, il est dans la salle, donc merci de nous faire l'honneur d'être là, Joachim Bitterlich. Désolé pour le prénom, hein, je n'ai pas l'accent de tout à l'heure. Joachim est professeur affilié à l'ESCP Europe, ancien chairman de Veolia Environnement en Allemagne et ancien conseiller auprès du chancelier Helmut Kohl. Catherine Borg-Capra, je ne sais pas si elle est là ce soir. En tout cas, elle nous a aussi permis d'apporter une composante sur les aspects financement, directrice de la direction de l'expertise d'Oseo. Et enfin, Michel Daignet, je ne sais pas s'il est dans la salle, il n'est pas là. Il est responsable du pôle développement durable du Centre francilien de l'innovation. Donc là aussi, il nous a apporté, lui, une dimension plus PME. Donc encore merci, je pense que vous avez tous envie d'écouter cette étude. Donc je laisse la place à nos éminents professeurs qui ont travaillé pendant toutes les nuits et toutes les journées pour arriver à ce beau résultat. Merci à tous. Ok, donc merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Je crois que beaucoup de choses ont été dites sur les motivations de l'étude, sur ce qui nous a mené à travailler sur ces questions d'innovation et développement durable. Et c'est vrai que ça rejoint à la fois des préoccupations aujourd'hui pour un certain nombre d'acteurs privés, d'acteurs publics et puis aussi d'académiques. Et du coup, on a eu cette chance de pouvoir créer cette symbiose
à travers l'étude, à la fois en la menant effectivement en partenariat entre Oui Vert et le SCP, mais aussi à travers toutes les entreprises qui ont ouvert leurs portes. Et vraiment, on tient à remercier toutes les entreprises qui ont participé à l'étude. Et c'est pas évident parce que je crois qu'il y a un point sur lequel tout le monde s'accorde, et un truc qu'on nous a jamais dit, c'est que l'innovation durable c'est quelque chose de facile. Alors du coup, j'espère aussi qu'on arrivera à traiter de manière à la fois ludique, sérieuse, impactante et puis pas superficielle cette thématique qui est très complexe, très ouverte. On a 30 minutes pour le faire, donc j'espère qu'on arrivera à relever le défi. En guise d'introduction, et cette présentation, donc, elle est faite par Valentina Carbone, qui est ici, Olivier Delbar et moi-même, Aurélien Acquier. Mais effectivement, comme on vous l'a dit, c'est bien un texte qui a été écrit à plusieurs mains, et donc on n'est pas les seuls auteurs de ce travail. En guise d'introduction, par rapport au débat aussi de l'Institut, qui est l'Institut pour l'innovation et la compétitivité, on s'est dit qu'il n'était quand même pas inintéressant de se reposer la question des liens entre développement durable, compétitivité et innovation. Alors, on ne va pas faire un cours sur les grands enjeux du développement durable, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais si on prend 3 thématiques qui sont les évolutions démographiques qu'on a connues depuis un siècle et demi, avec l'explosion démographique au niveau mondial, les problématiques de vieillissement aussi, auxquelles on va être confronté en Europe et qui vont être un changement social absolument majeur pour nos sociétés, on voit bien que c'est une question qui va impacter de manière très structurante des secteurs économiques entiers, qui sont la santé, qui sont les dynamiques de marché, etc. On pourrait aussi discuter des problématiques de transition énergétique, avec la problématique de la dépendance aux énergies fossiles, la problématique du réchauffement, toutes les problématiques aussi d'approvisionnement en matières premières qui se posent dans certains marchés. Donc on ne va pas élaborer tout ça, mais il nous semble qu'on est devant des ruptures à la fois sociétales et environnementales qui sont majeures et qui auront un impact majeur pour les entreprises. La question, c'est comment l'acteur public aujourd'hui perçoit ce type de problématique. Et là, c'est très intéressant de regarder le rapport de Louis Gallois à l'aune de ces questions-là. Et donc, on a fait ça de manière vraiment bête et méchante. On a fait des comptages. Donc on pourrait s'attendre à mieux pour des professeurs de l'ESCP, etc. Mais en fait, on fait des trucs très basiques. Enfin, on compte des mots dans les documents. Et donc on s'est amusé à compter des mots dans le rapport pour la compétitivité de Louis Gallois pour essayer de voir comment est-ce que ce rapport-là problématisait cette question du lien innovation, compétitivité et développement durable. Qu'est-ce qui ressort ? Bon, d'abord que le lien entre compétitivité et innovation, il est là. Ça, il n'y a pas de problème. Les notions apparaissent, sont très très représentées dans le document. Par contre, si vous regardez beaucoup d'aspects du développement durable qui sont l'accès aux matières premières, les problématiques de vieillissement, les problématiques démographiques, la question du recyclage, la question de l'économie circulaire dont on discutera aujourd'hui, il n'y a presque aucune occurrence sur ces problématiques-là. La seule problématique qui ressort, c'est celle de l'énergie et de la transition énergétique, partant du constat qu'on est déjà dans une situation de faiblesse et de dépendance énergétique très forte, et donc il va falloir trouver des solutions. La solution qui est proposée par le rapport Gallois, c'est une solution qui a été beaucoup discutée, qui est en fait de s'engager dans l'exploration des gaz de schiste. Et donc l'idée, c'est de dire, on n'a pas assez d'énergie, trouvons plus d'énergie. Et on peut avoir une autre posture, qui elle serait aussi liée à des problématiques plus d'innovation durable, qui serait de dire comment est-ce qu'on fait pour réduire notre dépendance énergétique, aller vers des économies sobres en énergie, etc. Toutes ces problématiques sont absentes aujourd'hui, semblent absentes du spectre d'un certain nombre d'acteurs publics. Alors la question du coup qu'on se pose, c'est où en sont les entreprises ? Et donc le projet est né en gros il y a 1 an, entre le moment où on a commencé à réfléchir à l'étude, à décider de la lancer, à composer, à aller voir les entreprises. Les questions qui étaient à l'origine de la démarche, elles ont bien été rappelées, hein. C'est en gros où en sont les entreprises, où en sont les acteurs privés en termes de prise de conscience sur ces enjeux d'innovation durable. Est-ce que l'innovation durable est perçue comme un enjeu fort ? Oui, non. Est-ce que c'est un enjeu stratégique ? Comment est-ce qu'il est perçu dans le spectre stratégique des dirigeants aujourd'hui ? Deuxième question, comment est-ce que ces problématiques d'innovation durable sont intégrées dans les démarches, dans les outils qu'utilisent les entrepreneurs et les grandes entreprises ?
Et en trame de fond, cette question de est-ce qu'on est capable d'identifier des facteurs clés de succès, des risques inhérents à ce type de démarche, et à partir d'une analyse très ouverte des pratiques d'entreprise, essayer de voir quels sont les écueils à éviter, quels sont les leviers qu'il faut explorer pour partir dans une démarche qui soit ambitieuse et porteuse. Alors l'échantillon sur lequel on a travaillé, c'est d'abord des entretiens avec des dirigeants, et donc on a fait des entretiens de plusieurs heures avec 36 dirigeants de grandes entreprises et de start-up européennes, très diversifiés en termes de taille, mais aussi de secteur et de fonctions, puisque les fonctions représentées, c'est à la fois les fonctions de direction générale, mais aussi de direction du marketing, de direction de la R&D, de l'innovation, des directions RH, des directions du développement durable. Les secteurs représentés, eux aussi, sont très ouverts, puisque ça, on passe du luxe à la grande consommation, les transports, etc. Deuxième base aussi sur laquelle on s'est appuyé, c'est un questionnaire en ligne qui nous a permis de recueillir les représentations de plus de 300 répondants internationaux sur la manière dont ils perçoivent ces enjeux d'innovation durable. Est-ce que ça va devenir des enjeux compétitifs clés, et la manière dont ils perçoivent aussi ce que fait leur entreprise sur ces questions-là. Est-ce que c'est approprié? Oui, non. Quelles sont les entreprises les plus innovantes, etc. Voilà pour cette courte introduction, et je pense qu'il est temps maintenant de présenter les résultats clés. Et en fait, on va le faire à travers 7 idées clés qu'on a essayé de mettre en avant à travers cette étude, et qui ont émergé à la fois de notre analyse et puis des interactions qu'on a eues avec les différentes organisations qui ont participé à cette étude. Alors, la première idée clé, c'est une idée assez générale qui servira d'introduction à la suite, mais c'est le fait qu'il y a globalement un accord pour dire que ces problématiques d'innovation durable et l'intégration du développement durable dans les stratégies d'innovation des firmes, c'est un enjeu qui est aujourd'hui perçu comme très important, mais extrêmement déstabilisant. Alors, on a 73% des dirigeants qui disent que les questions d'innovation durable sont un enjeu stratégique pour eux aujourd'hui. On a presque 90% des répondants à l'étude qui nous disent que eux, personnellement, ils perçoivent ces questions-là comme des lignes de rupture extrêmement structurantes pour nos sociétés dans les 20, 30, 40 prochaines années. Le problème, c'est la complexité de l'objet. Et là, on a repris une citation qui n'est pas la seule citation qui va dans ce sens-là, mais qui illustre très bien cette idée. C'est celle de Trevor Davis, qui travaille chez IBM, et qui nous a dit si je réunis 10 personnes autour d'une table et que je leur demande de définir ce qu'est l'innovation durable, elles vont me donner 30 définitions différentes. Alors si en plus on fait une réunion avec un panel avec 150 personnes comme aujourd'hui, là je pense qu'on va faire exploser le nombre de définitions. Et c'est vrai que c'est un concept qui est extrêmement polysémique, et en fait on rapproche deux concepts qui sont très ouverts. Le concept d'innovation, donc, qui peut porter à la fois sur les processus, les produits, les business models. Certains mettent derrière ce mot l'innovation avant tout technique, d'autres ont une approche plus ouverte, on en a discuté. Les acteurs de l'innovation, eux aussi, sont très ouverts. Ça peut être les acteurs de la R&D, mais aussi d'autres acteurs dans l'entreprise. Et si vous rajoutez à cette notion la notion de développement durable, là aussi, on est très ouvert en termes d'acteurs. C'est-à-dire que les clients, les ONG, toutes les directions sont des parties prenantes de ce type de problématiques. Et c'est aussi extrêmement ouvert en termes de focus, puisque dès qu'on parle de développement durable, on va réfléchir de manière un peu systémique aux interactions entre les dimensions environnementales, sociales et économiques. Et donc, on s'aperçoit très vite qu'on est devant des objets d'action collective qui sont extrêmement complexes et très, très difficiles à attraper. Du coup, toute la question, c'est comment on travaille cette complexité. Et c'est les idées clés qui suivent. Merci Aurélien, bonsoir à tous. Alors l'idée clé numéro 2, pour l'introduire, je dirais simplement qu'en tant qu'enseignant spécialiste des questions de développement durable, j'étais très content de participer à une étude sur l'innovation, parce que c'est souvent ce qu'on dit aussi de notre point de vue du développement durable, que ça ne passera que par l'innovation. Une fois qu'on a dit ça, les résultats de notre étude sont assez intéressants en termes de quel type d'innovation parle-t-on. Est-ce que la fameuse innovation de rupture dont parlait Catherine, est-ce qu'elle est véritablement aujourd'hui fortement présente dans les entreprises? Vous allez voir que les résultats sont finalement pas exactement peut-être à la hauteur de ce qu'on peut imaginer, dans le sens où en fait, ce qui est très clair dans l'étude, c'est que pour la grande majorité des répondants, la porte d'entrée de l'innovation durable, c'est une démarche d'optimisation environnementale. Optimisation étant le terme optimiste, ou en tout cas de réduction des impacts négatifs,
l'environnemental étant très souvent abordé par des outils que vous connaissez tous, tels que l'analyse de cycle de vie, le bilan carbone, qui sont des repères pour nos entreprises aujourd'hui. Donc c'est véritablement aujourd'hui une innovation de type incrémental qui est fortement présente pour les entreprises. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que nous n'avons pas rencontré de cas fort intéressants et pertinents d'innovation de rupture, qui impliquent de nouveaux business models. Mais je dirais qu'aujourd'hui, la courbe de maturité n'est pas encore forcément atteinte. C'est très compliqué pour les entreprises aujourd'hui de réfléchir en termes d'innovation de rupture. Ce qui apparaît dans les nouveaux business models, c'est essentiellement les démarches de BOP, base de la pyramide, qu'on trouve aujourd'hui assez répandues pour beaucoup d'entreprises. L'économie circulaire également, boucler la boucle, qui aujourd'hui est présente assez fortement dans beaucoup d'entreprises. Je pense à l'entreprise Bayer, qui est un cas intéressant sur la façon dont des procédés de catalyse permettent de recycler le CO2, qui recrée des polymères. Donc on est vraiment sur des démarches qui peuvent aller très très loin aujourd'hui de ce point de vue-là. Pour ce qui est de business model un peu plus, je dirais, encore plus complexes, tels que l'économie des fonctionnalités, vous savez, la fameuse transition du produit au service, une conception totalement renouvelée de l'usage. On a aujourd'hui des exemples bien sûr intéressants. On pense à Renault et la définition de la mobilité, le passage de la nouvelle définition de l'usage du véhicule. Mais je dirais aujourd'hui, ce qui frappe le plus, c'est véritablement la complexité de passer à des innovations de rupture, qui est liée à toute une série de phénomènes d'incertitude, de temporalité. Le développement durable accroît encore plus, je dirais, cette complexité-là. Et véritablement, comme me le disait dans un entretien Agustin Lucardi, qui est un représentant de l'entreprise américaine Interface, qui pour moi est tout de même une des pionnières de ces démarches, l'entreprise d'Alde Moquette, qui est une des pionnières de ces démarches d'innovation durable. L'essentiel derrière tout ça, c'est tout de même réfléchir à pas seulement de nouveaux modèles, c'est penser différemment, voir les choses différemment, repenser l'innovation, et donc ce qui implique un maximum d'acteurs, d'incertitudes. Mais je pense que nous avons tous conscience du fait que ces business models de rupture, ces innovations de rupture ne vont que s'accroître dans les années qui viendront. Voilà, donc ça c'était l'idée numéro 2. Je passe la parole à Valentina. Merci. Après ces deux premiers constats, d'une part la nature holistique et complexe d'un concept comme celui d'innovation durable, qui dérive lui-même de deux concepts déjà polysémiques et multidimensionnels, et d'autre part un peu le tâtonnement de cette démarche holistique, malgré le fait qu'on a pu constater la prise de conscience de la part des entreprises qu'une courbe d'apprentissage est nécessaire pour pouvoir évoluer d'approche d'abord incrémentale pour ensuite se situer dans une démarche plus révolutionnaire. Voyons qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour concilier ces démarches qui sont en fait très, très transverses et qui nécessitent un renouvellement de la façon de faire au sein des entreprises qui, encore aujourd'hui, notamment dans les grands groupes, héritent d'une forme d'organisation qui est tout compte fait très cloisonnée, assez fonctionnelle encore. Les grandes structures sont encore organisées par fonction, par métier, et donc les logiques même de pilotage et d'organisation des entreprises répondent à des logiques qui apparemment pourraient être contradictoires avec ces exigences qui, elles, demandent une approche renouvelée. Qu'est-ce qui se passe? Comment les entreprises se posent la question de la coordination de ces initiatives d'innovation durable? D'accord? Ça, c'est un peu quelque chose qu'on voudrait partager avec vous, avec notre idée clé numéro 3. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Quelles sont les pistes aujourd'hui qu'on a pu repérer au sein des entreprises à rencontrer pour gérer l'innovation durable en tenant compte des contraintes organisationnelles héritées? D'accord? Et qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué qu'on est en fait face à plusieurs pistes. Il n'y a pas l'approche unique pour pouvoir mener à bout ces initiatives d'innovation durable. Et on a repéré 4 stratégies principales dans la façon de concevoir, organiser et piloter les démarches d'innovation durable. Première approche, l'approche qui consiste à simplifier, à confiner, à simplifier
l'enjeu complexe de l'innovation durable, et donc à se concentrer sur une activité, une initiative, une technologie souvent bien spécifique. Là, vous voyez dans le petit cadran, vous voyez le ductal de Lafarge, qui est une fibre en béton ultra résistante qui permet donc de optimiser l'utilisation des matériaux dans une industrie assez classique qui n'est pas remise en question pour autant, et donc qui permet à Lafarge de pouvoir se positionner sur un créneau particulier sans pour autant bouleverser son métier d'origine ni la structure du marché. Donc ça, c'est un peu une approche confinons, désystématisée et simplifions la gestion et l'approche à l'innovation durable. Pour autant, il y a des situations dans lesquelles cette approche n'est pas viable, parce que peut-être l'enjeu dépasse le métier, le savoir-faire propre de l'entreprise, nécessite de s'éloigner du corps de métier initial, et donc il faut que l'entreprise aille plus loin dans le renouvellement de sa façon de faire. Et là, nous avons d'autres types de stratégies que nous avons rencontrées. La deuxième stratégie, c'est le pilotage d'un portefeuille de projets innovants. Là, on a rencontré plusieurs exemples qui consistent à avoir une vision assez prospective, portée par le sommet stratégique de l'entreprise, et qui consiste à mettre ensemble différents projets, plus ou moins liés entre eux, mais qui permettront à terme de revoir le positionnement stratégique même de l'entreprise. Alors, on a déjà mentionné l'idée que plusieurs acteurs aujourd'hui reformulent leur positionnement stratégique de constructeurs automobiles à acteurs de la mobilité. Et dans ce même secteur, là, je vous ai montré l'exemple de Bosch, qui, tout en continuant à agir comme l'un des acteurs qui fournit des composants dans le marché assez classique, tout en essayant de réduire les émissions des composants proposés, il développe aussi à côté toute une série de services innovants qui dépassent le rôle traditionnel de fabricant de composants pour différents secteurs industriels. Donc ça, c'est l'idée de gérer un portefeuille qui, à terme, va être très disruptif. Donc vous voyez qu'on avance déjà vers une façon d'apprendre l'innovation durable qui dépasse un peu et met en danger le business model initial de l'entreprise. Troisième façon de faire consiste à créer des nouvelles marques ou divisions. C'est-à-dire, pourquoi plusieurs entreprises suivent cette piste? D'une part, parce que peut-être il y a un marché qui est là, prêt à être conquis et qui est rentable et qui permet donc d'y entrer décidément. Ou d'autre part, ça peut être le résultat d'une stratégie plus de tâtonnement. Essayons d'essayer une nouvelle façon de faire, mais sans pour autant abîmer et mettre en question complètement notre business model qui est valable peut-être dans nos marchés, dans nos pays, et allons voir dans les pays BOP, dans les marchés BOP ou dans d'autres pays, comment on peut amener l'électricité à bas coût et mettre en place, par exemple, toute une démarche pour desservir l'électricité à des populations jusqu'à ce moment pas trop favorisées dans ce sens. C'est la démarche BIBOP de Schneider Electric, assez connue et assez souvent mentionnée. Mais créer de nouvelles marques et divisions, ça permet aussi à terme de renouveler encore une fois son propre positionnement. Vous voyez là, c'est pas pour un regatta, c'est Generali qui a lancé une nouvelle marque, une nouvelle division qui est Agir pour notre demain, pour notre futur, qui consiste en fait en tant qu'assureur à proposer à des entreprises, notamment des PME, une démarche de audit global au-delà des critères financiers traditionnels qui sont traditionnellement mobilisés aussi pour les assureurs pour déterminer le prix de leur service. À la suite de cette démarche, Generali attribue un label qui permet d'une part de donner plus de visibilité aux entreprises qui s'inscrivent dans une prise en compte des critères sociaux, environnementaux en utilisant des standards qui existent, ISO, la prise des risques, l'efficience énergétique ou même les contraintes sociales. Et d'autre part, ça permet effectivement à l'entreprise de proposer des services qui soient à plus bas prix et des conditions plus avantageuses pour les clients qui seraient passés par cette démarche. Donc, vous voyez là, une nouvelle division pour entrer différemment peut-être dans le même marché, quitte à le bouleverser et à le renouveler par la suite. Quatrième stratégie qu'on a pu mettre en avant concerne la volonté de certaines entreprises de ne pas gérer directement et de ne pas prendre le risque d'être trop disruptif dans la façon habituelle de faire, mais d'essayer d'innover dans le sens de la durabilité en nouant des partenariats
ou en réalisant toute une série d'acquisitions externes, ou même encore plus loin, en créant des fonds d'investissement. Et là, vous voyez l'exemple du fonds d'investissement pour la mobilité durable, autre la mobilité autrement, un fonds piloté par la SNCF avec d'autres grandes entreprises et qui essaie de financer et de promouvoir le développement de services innovants dans la mobilité en Europe. Donc, vous voyez, ça, ce sont 4 stratégies qui ne s'excluent pas forcément l'une avec l'autre, mais qui nous permettent de saisir différentes façons d'apprendre et d'intégrer l'innovation durable au sein des structures organisationnelles des entreprises. C'est une vision qui concerne d'abord les grands groupes, mais vous voyez que dans plusieurs de ces options, vous avez quand même l'implication de start-up et de PME innovantes qui peuvent rentrer à faire partie de ce système multi-acteurs qui est en train de se dessiner. Le multi-acteur revient pour l'idée clé, numéro 4, qui consiste à une prise de conscience assez aboutie, assez partagée, qui consiste à dire qu'un renouvellement des compétences est nécessaire, et un renouvellement des modes de pilotage et des indicateurs utilisés pour pouvoir gérer au mieux ce type de démarche d'innovation durable. 2 citations pour juste conforter, je pense, des idées qui sont assez partagées, même par vous ici dans la salle. L'innovation durable ne peut pas être faite par une approche unique, cloisonnée, et nécessite de se nourrir de l'expérience, de vécu, de l'expertise de plusieurs origines différentes. Et beaucoup d'acteurs nous ont tout de suite reporté sur la nécessité d'intégrer des acteurs qui se trouvent à l'extérieur de l'entreprise. Donc c'est multidisciplinarité, mais aussi pluralité d'acteurs en termes des acteurs qui n'appartiennent pas au périmètre de l'entreprise. C'est là avec une dilatation. Donc, il s'agit là d'une dilatation de l'espace, de l'innovation, mais il y a aussi une dilatation du temps. De l'innovation durable notamment, l'horizon temporel dans lequel il faut réfléchir s'inscrit dans le moyen terme, souvent dans le long terme. Et c'est là que la question du pilotage de l'innovation durable se pose et sur la nature des indicateurs à mettre en place. Si vous voulez être sûr de tuer dès le début une démarche d'innovation durable, fiez-vous aux indicateurs financiers classiques, vous verrez que la démarche n'ira pas trop loin. Plusieurs initiatives voient le jour aujourd'hui en termes d'indicateurs pertinents pour piloter l'innovation durable, quoique il faut avouer qu'aujourd'hui, ces indicateurs permettent plutôt de vérifier des améliorations par rapport à un état initial. Ils ne sont pas à prendre à l'état absolu. Donc, il y a encore un travail à faire pour créer tous les outils pour pouvoir mesurer, comparer et donc pousser vers l'amélioration de ce type de démarche-là, quoique un renouvellement des indicateurs est absolument nécessaire. Voilà pour l'idée numéro 4. Et Olivier revient. Je reviens, merci. Alors l'idée numéro 5, fort logiquement, on s'est posé la question de l'influence respective des parties prenantes. Et on en a véritablement distingué 2 qui, de toute évidence, pour beaucoup d'entreprises et pour la grande majorité des répondants, sont les parties prenantes les plus saillantes en termes d'influence, de poids, d'incitativité. Il faut dire que pour toutes les autres parties prenantes, les résultats étaient assez partagés. Mais pour le consommateur final d'une part et l'État ou le régulateur de l'autre, on était véritablement face à une évidence pour beaucoup d'entreprises du fait que ces 2 parties prenantes sont des acteurs centraux, mais dont le rôle reste assez ambigu. Pour des raisons, finalement, que je vais expliciter un peu plus, si on prend le consommateur, très clairement, le consommateur aujourd'hui est un levier évident. Toutes les entreprises mettent le consommateur en tête des parties prenantes face auxquelles les réponses doivent être apportées en matière de développement durable. Le consommateur a des attentes très fortes, toutes les études le montrent. Et puis en même temps, ce consommateur, il est très contradictoire, il est très ambigu. Il est très ambigu déjà dans sa façon de se comporter lorsqu'il s'agit de passer à l'acte d'achat. Il est très ambigu aussi dans sa perception des valeurs liées au produit. Il est clair que la valeur perçue d'un produit n'intègre pas forcément aisément la valeur étendue à l'environnemental et au social que l'innovation durable va apporter. Donc se posent des ambiguïtés très nettes. Un cas intéressant est celui d'Air France, où Air France nous expliquait que plusieurs de leurs actions étaient plus ou moins bien clairement perçues par les consommateurs. Lorsqu'il s'agit de remplacer, vous savez, les petits écouteurs par des casques beaucoup plus confortables, il est assez évident d'expliquer, le consommateur perçoit assez facilement le fait que le confort et la qualité sont meilleurs. Air France peut ensuite expliquer le fait que ces casques sont retraités par le secteur protégé, etc. Donc on a une démarche environnementale et sociétale.
Par contre, lorsqu'il s'agit de remplacer des couverts par des couverts jetables, il est un peu plus compliqué d'expliquer aux consommateurs qu'il y a une valeur étendue environnementale forte et qu'il vaut mieux jeter ces couverts plutôt que de traiter des couverts en dur. Vous comprenez comme moi que le consommateur a un petit peu du mal à s'y retrouver. Donc les signaux sont assez contradictoires. Toute la difficulté aujourd'hui, effectivement, est véritablement de prendre en compte ces contradictions du consommateur et d'adopter, je dirais, la meilleure communication possible face à cela. Pour ce qui est de l'État, du régulateur, les choses sont un petit peu similaires. L'État, pour une grande majorité des répondants, on est en France, donc on a quand même beaucoup de répondants français. Ça ne surprend pas que les entreprises insistent fortement sur l'État régulateur incitateur. On attend la réglementation. La réglementation va bien sûr nous pousser à aller plus loin. L'exemple des réglementations thermiques issues du Grenelle sont des exemples que j'imagine vous connaissez et qui donnent aux entreprises des contraintes en termes d'objectifs assez fortes, assez tendues. Donc l'État est indispensable. C'est un levier, c'est un incitateur. Il doit intégrer les exigences de développement durable dans les appels d'offres, bien sûr. Les marchés publics ont été souvent mentionnés. C'est au moins 15% de notre PIB. Donc c'est vrai qu'on a ici, dans ce cas-là, un véritable levier. Mais au-delà de ça, l'État doit véritablement infuser dans toutes ses démarches ces exigences de développement durable. Et d'ailleurs, pour ce qui est de l'État régulateur, on a eu une proposition que je trouvais assez intéressante, qui était l'idée de préempter des brevets liés au développement durable qui ne seraient pas exploités, comme on le fait dans le domaine de l'armée, etc. Donc ça me semble être une idée intéressante. Pourquoi pas imaginer que le ministère du Développement durable ou toute autre appellation préempte certains brevets, puisqu'on est dans une logique d'intérêt collectif, de bien commun. Donc ça a été une des idées aussi où l'État pourrait avoir une démarche proactive. Et bien sûr, je n'oublierai pas l'Union européenne. N'oublions pas cette chère Union européenne qui, dans sa stratégie 2020, clairement, je dirais, est dans une démarche d'innovation durable, puisque la croissance, selon l'Union européenne, doit être intelligente, durable et inclusive. Je crois qu'avec ces trois adjectifs, on a trois qualificatifs qui, clairement, nous renvoient à des problématiques d'innovation durable. Le problème repéré par de nombreux répondants concernant l'approche européenne est le fait que même si le niveau européen est archi dominant pour les droits de l'environnement, vous savez peut-être qu'aujourd'hui, 80% environ de nos droits nationaux sont issus du droit européen concernant l'environnement. Donc le levier européen est évidemment indispensable. Mais vous savez aussi comme moi que la plupart de ces réglementations, enfin de ces législations sont des directives et que la transposition dans le droit national peut donner lieu à des ajustements plus ou moins importants selon les pays. Donc pour les entreprises, la complexité est forte. Et les entreprises attendent plus de lisibilité, de prévisibilité lorsqu'il s'agit effectivement de diffuser et d'implémenter cette législation européenne dans des contextes locaux, mais qui sont tous finalement issus du marché européen. Donc voilà, je dirais que pour ces deux parties prenantes-là, on est face à des acteurs absolument incontournables, mais encore assez ambigus. Je continue d'ailleurs, je me donne la parole pour l'idée numéro 6. Alors, je pense que c'est un élément assez important et qu'on a du mal un petit peu à aborder parce que c'est l'idée des échecs, des échecs qui ensuite vont nous conduire à la réussite, ce que les anglo-saxons appelleraient les successful failures. Et alors là, je pense que c'est un point évidemment très important, mais un petit peu délicat. Bien sûr, il est nécessaire d'apprendre de ces échecs. C'est je dirais, une règle d'or dans une démarche d'innovation. Cela dit, dans une démarche d'innovation durable, je crois que les facteurs de complexité s'accroissent. Et on est sur des horizons de temporalité de plus en plus incertains, sur un jeu d'acteurs encore plus complexe. Et donc, par rapport à ce successful failure, je vous raconterai une petite histoire. C'est le cas d'Interface, cette entreprise que j'ai déjà mentionnée, qui donc crée des dalles de moquette. Et à un moment, dans le développement de leur offre et dans l'élargissement de leur offre, ils ont essayé d'intégrer dans leur dalle de moquette de la céramique, enfin d'avoir des produits hybrides, parce que la céramique est un sol qui plaît dans des marchés du Sud, par exemple européens, etc. Donc ils se sont mis en contact avec une ONG indienne, et ils ont travaillé, et ils ont essayé de lancer des produits hybrides. Ça n'a pas marché du tout, ça a été une grande déception pour Interface, mais qui en a tiré deux leçons très très fortes, et l'entreprise insiste beaucoup sur cette démarche de successful failure. La première, c'est que
D'une part, ça leur a appris à travailler avec des ONG indiennes. Aujourd'hui, ils développent toute une série de produits avec ces ONG, ce qui n'était pas forcément présent dans la culture d'interface. Et surtout, ils ont, à partir de cet échec, réfléchi à proposer des moquettes qui finalement sont leur métier, mais des moquettes qui soient très très fines et qui s'apparentent à des sols durs. Donc la céramique et le travail de réflexion sur la céramique les a finalement poussés à développer des produits et qui marchent très très bien aujourd'hui. Donc c'est vraiment un échec qui a été une réussite. On aura, je pense, des exemples au cours de la table ronde pour nourrir encore plus ces questions-là. Voilà, donc ne pas oublier, c'est difficile dans notre culture de reconnaître, de ne pas céder à la culpabilité ou à la culpabilisation, mais l'échec est aussi un gage de réussite. Je redonne la parole à Aurélien. En fait, on va essayer d'aborder la dernière idée clé et d'enchaîner rapidement sur la conclusion. Donc, l'idée clé numéro 7, c'est une idée qui est liée en fait, à tout ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on vous a beaucoup parlé de la complexité, du multi-acteur, etc. et de la difficulté en fait, à penser ces questions-là dans l'échelle classique de l'entreprise telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et du coup, un enjeu très fort, c'est d'arriver à changer d'échelle et d'innover au-delà des frontières de la firme. Et pour cela, en fait, il nous semble très important de réfléchir à l'échelle des écosystèmes d'affaires. Alors, vous connaissez tous, je pense, la notion d'écosystème naturel. En fait, un écosystème, c'est quoi? C'est un biotope qui est en fait le contexte de la vie, avec des matières minérales, de l'énergie, etc. Et puis de la vie qui va se développer là-dessus. Et en fait, l'idée des écosystèmes, c'est que l'ensemble des êtres vivants sont en interaction, qu'on ne peut pas analyser une espèce indépendamment des autres, et que tout cela est en équilibre permanent, et que le changement d'un acteur peut bouleverser l'ensemble de l'écosystème. Et donc, il faut arriver à réfléchir aux interdépendances. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce qu'il nous semble que dès qu'on discute des problématiques de développement durable, il faut réfléchir au-delà des frontières de la firme. Si vous prenez, par exemple, le cas le secteur du bâtiment, pour essayer de réfléchir à ce que c'est qu'un bâtiment durable et que vous appelez une entreprise comme Lafarge ou Vinci ou une autre ou Bouygues, vous avez à la fois à réfléchir à votre propre pool de produits, ce que vous faites au sein de votre entreprise, mais aussi la manière dont les clients vont comprendre l'usage du bâtiment dans lequel ils vont vivre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Utiliser un bâtiment à haute performance énergétique. Aujourd'hui, on sait très bien que la performance énergétique des bâtiments, elle est là sur le papier, et en fait, elle se dégrade très très fortement dès qu'un habitant investit le lieu. Et donc, la question de comment on maintient le lien jusqu'au client final est très très importante. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il faut réfléchir avec les concurrents, les distributeurs et surtout les fournisseurs et prestataires, c'est-à-dire les acteurs qui vont travailler en aval et qui vont faire la pause lors de la phase de fabrication du bâtiment. Essayer de voir si on peut travailler aussi avec des institutions de recherche et de formation pour évaluer la performance énergétique, essayer de trouver des modèles qui permettent de faire cela. La problématique des acteurs publics et des agences de standardisation, et puis toutes les autres parties prenantes qui sont autour. Et donc, dès que vous voulez penser des objets, repenser la performance environnementale ou sociale d'un objet, vous êtes obligé de penser à l'échelle d'un écosystème. Alors, comment on travaille sur ces nouveaux objets? Comment est-ce qu'on peut essayer de réfléchir sur ces nouveaux objets? Pour nous, il y a 3 axes en fait, qui sont très importants pour faire émerger et transformer ces écosystèmes d'innovation durable. Le premier, c'est de raisonner et d'utiliser au maximum l'intelligence collective qu'il y a dans un écosystème. Et au lieu d'essayer de tout privatiser, en gros, au sein de l'entreprise, essayer de développer des collaborations à chaque fois que c'est possible. Alors, il y a plein d'initiatives qu'on a observées à travers l'étude à l'intérieur de la firme, pour essayer déjà de décloisonner ce qui traditionnellement est cloisonné dans différentes fonctions, dans différents pays. Et donc là, on a les cas de CEMEX ou d'Interface qui ont essayé de mettre en place des plateformes et des démarches pour essayer de faire de l'innovation croisée entre leurs fonctions. Et ça peut passer aussi par des démarches de formation où on va faire travailler les dirigeants sur des projets d'innovation. Et c'est des choses qu'on fait d'ailleurs à l'ESCP. Il y a après des logiques qui ouvrent complètement au-delà des frontières de la firme. Et là, on rentre sur toute la thématique de l'open innovation. Bon, donc pour tous ceux qui étaient déjà là lors du lancement de Open Innovation, What's Behind the Buzzword, vous savez déjà ces choses-là, mais beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont recours à des plateformes d'information et de recherche dans lesquelles elles peuvent solliciter l'ensemble du monde pour travailler sur des questions de recherche sur lesquelles elles butent.
Et donc, par ce biais-là, vous avez des entreprises qui butaient sur un problème technique rédhibitoire dans le développement d'un produit et qui trouvent en 3 jours la solution en passant par ces plateformes où vous avez des innovateurs locaux qui peuvent contribuer, déposer des brevets, être rémunérés, etc. Ces choses-là vont révolutionner, on le pense, la manière dont on voit le développement durable aujourd'hui dans l'entreprise. Il y a déjà aujourd'hui des communautés qui se créent, notamment Open Source Ecology, pour essayer de mettre en relation des concepteurs très éloignés dans différents endroits du globe pour trouver des schémas de conception radicalement verts et radicalement peu coûteux sur des biens qui sont nécessaires au développement d'une activité économique. Le projet est parti notamment d'un étudiant qui, après ses études, a lâché ses études d'ingénierie, a voulu lancer sa ferme aux États-Unis. Le problème, c'est qu'il n'avait pas un rond. Il était endetté comme beaucoup d'étudiants américains. Et du coup, il a essayé de mettre en place un projet collaboratif avec d'autres ingénieurs pour essayer de mettre en place un schéma de fabrication d'un tracteur en 2 mois par 3 personnes, avec juste les matériaux qui sont de l'acier, un moteur fonctionnel et rouler jeunesse. Ça, c'est des choses qui vont sans doute profondément révolutionner la manière dont on conçoit les produits aujourd'hui. Si on considère aussi l'explosion des Fab Labs, l'explosion des imprimantes 3D aussi, il y a des choses qui nous semblent bouger sur la manière dont les entreprises peuvent exploiter toute cette intelligence collective. Le dernier point, c'est ce que soulignait Olivier sur le fait de préempter des brevets. Alors ça peut paraître un peu communiste, l'idée que l'État va préempter des brevets dès qu'il y a de l'utilité publique. Mais en fait, il y a des entreprises qui sont communistes. Et notamment, Nike, depuis 2009, a mis en place une plateforme qui s'appelle The Green Exchange et qui consiste justement à socialiser des brevets à forte dimension environnementale qu'elle n'utilise pas dans ses murs. Et donc là, on voit que ces questions d'innovation durable, en fait, sont très profondes parce qu'elles nous amènent à repenser quelque part la notion de droit de propriété, la notion de pour qui on innove, pourquoi on innove. Et donc, il y a des questions qui nous semblent très, très profondes derrière ce mouvement-là. Deuxième aspect, pour faire émerger ces écosystèmes, il faut regarder les manières de structurer l'information et de s'accorder sur des orientations communes. Dès qu'on a une multiplicité d'acteurs, le problème, c'est qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils ne voient pas les mêmes choses. Et donc, au cours de ces dernières années, il y a eu énormément d'innovations politiques multi-acteurs. Donc ça, c'est toutes les initiatives multi-parties prenantes qui se sont développées, qui visent à mettre des acteurs très hétérogènes autour de la table et essayer de s'accorder sur une orientation commune. Mais il y a aussi tout un truc qui n'est pas trop regardé et qui nous semble être un enjeu très très fort aujourd'hui, sont toutes les innovations en termes de systèmes d'information. Dassault Systèmes a révolutionné la manière dont on conçoit les objets qu'on utilise tous les jours à travers ces outils partagés de conception 3D. Si on utilisait ces objets-là dans des démarches de développement durable, on serait peut-être beaucoup mieux en mesure de piloter l'impact environnemental des produits et des services qu'on essaye de transformer aujourd'hui. Dans la même veine, il y a la question de comment est-ce qu'on donne de l'information au consommateur final. Là, vous avez des choses qui vont se transformer très radicalement aussi à travers les smartphones. Les smartphones sont un dispositif qui va permettre d'apporter beaucoup d'informations nouvelles au consommateur final. Vous avez par exemple l'application Boycott, qui en fait a été téléchargée un nombre incalculable de fois au cours de ces derniers mois aux États-Unis, qui vous permet, lors de votre expérience de shopping, de générer l'arbre généalogique de votre produit et de savoir en gros, au-delà de la firme, avec qui elle collabore, quel est le process de fourniture du produit, comment il a été distribué, est-ce que l'entreprise a financé les campagnes de tel ou tel acteur. Et donc vous avez des outils qui permettent de multiplier très fortement la capacité informationnelle des acteurs. Ça, c'est des choses qui vont faire bouger les écosystèmes. Dernier point, faire attention à l'interconnexion des acteurs dans ce système. Et là, il faut absolument avoir de nouveaux intégrateurs. C'est-à-dire qu'il y a plein de places pour des entrepreneurs qui vont reconnecter les pièces du puzzle. Et là, c'est tout ce qu'on observe à travers les standards. Vous avez les standards en matière de construction durable, les standards en matière de commerce équitable, toute la structuration des filières qu'on est en train d'observer. C'est des outils qui permettent de reconnecter les acteurs, de voir, de structurer ce qui doit être fait le long de la chaîne et de visibiliser la performance auprès du client final. Ce genre d'objets, c'est des choses qui font bouger les écosystèmes et c'est des points qu'il faut absolument regarder dès qu'on essaye de raisonner sur l'innovation durable.
conclusions et recommandations, je vais passer assez rapidement. On a des conclusions pour l'entreprise et les acteurs publics. Pour l'entreprise, il nous semble qu'au niveau de l'entreprise, il est indispensable de renforcer les capacités de prospective, notamment des acteurs de développement durable. Il y a un risque très fort aujourd'hui qui est que les directions du développement durable s'enferment dans une approche très bureaucratique, très standardisée de leur objet. Et il nous semble que si elles n'arrivent pas, pour beaucoup, alors c'est pas une généralité absolue, mais si beaucoup d'acteurs aujourd'hui en charge du développement durable n'arrivent pas à devenir des experts forts sur leurs questions et avoir des capacités prospectives beaucoup plus fortes, il y a un risque qu'elles ne soient pas équipées pour faire face aux enjeux qu'elles sont censées gérer, en fait. Le deuxième point, c'est qu'il y a aussi des impacts de ce travail pour l'innovation. Pour l'innovation, il nous semble qu'il y a un enjeu très fort aujourd'hui qui est de ne pas trop compartimenter l'innovation durable. Et que l'innovation durable n'a de sens que si elle interroge l'ensemble de la démarche de l'entreprise et l'ensemble de sa démarche d'innovation. C'est-à-dire que si vous avez un projet dans un coin, le projet ne va pas vivre très très longtemps. Par contre, là où l'innovation durable peut devenir très intéressante, c'est au moment où on l'utilise comme un objet politique. Donc il faut assumer la dimension politique, le fait qu'on parle du bien public, pour s'interroger sur pourquoi on innove, quelles valeurs d'entreprise on essaye de porter. Et ça, c'est un moyen d'ancrer de manière extrêmement stratégique ces questions d'innovation durable. Conseil pour l'acteur public et les institutions de formation. Pour l'acteur public, je vais passer rapidement sur les deux premiers points. Le premier, c'est d'introduire systématiquement les enjeux d'innovation durable dans la réflexion sur la compétitivité, parce qu'on voit que ce n'est pas du tout naturel aujourd'hui. Le deuxième conseil qu'on pourrait formuler, c'est de rassurer les acteurs privés sur la pérennité des orientations et du cadre institutionnel. Alors ça, c'est sûr que c'est facile à dire, sachant que l'acteur public est pris devant des incertitudes tout aussi radicales que l'acteur privé. C'est-à-dire qu'on est très souvent dans des situations où on ne sait pas. Et donc là, effectivement, il faut trouver des mécanismes qui permettent de donner un horizon de stabilité. On n'est pas encore à même de formuler les bonnes réponses là-dessus. Troisième axe, essayer par le biais de l'action publique de favoriser les écosystèmes d'innovation durable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de faire des soutiens ciblés à des entreprises qui vont essayer de faire les trois choses qu'on décrivait auparavant, c'est-à-dire maximiser les capacités d'échange d'informations, interconnecter les acteurs et essayer de changer les relations entre les acteurs du système. Dernier conseil, qui est en forme de conclusion, qui est un conseil pour nous, c'est-à-dire que les institutions de formation ne sont évidemment pas étrangères à ce débat. On est évidemment, à travers notre rôle, des gens qui vont construire les perceptions de nos étudiants, qui vont construire des perceptions qui vont faire que les gens vont voir les questions de développement durable comme stratégiques, pas stratégiques, qui vont considérer que c'est dans la mission de l'entreprise ou pas. Et donc là, il nous semble que l'ensemble des institutions de formation, que ce soit l'économie, le management, le design, doit absolument, et l'ingénierie évidemment, doit absolument s'emparer de ces objets-là et intégrer de manière beaucoup plus forte les liens entre développement durable et innovation. Le dernier point, en guise de conclusion, ce serait juste de dire qu'au-delà de ces recommandations pour les entreprises et pour les acteurs publics et les institutions de formation, il nous semble quand même que derrière, si on prend au sérieux ces questions d'innovation durable, on est à l'aune de changements assez forts et qu'on va peut-être être amené à repenser pas mal de choses sur la gouvernance de l'innovation. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on innove, comment on pense le bien public en parallèle de l'innovation, et on va peut-être être amené à réfléchir à des questions de droit de propriété. C'est-à-dire comment est-ce qu'on attribue de la propriété lorsque l'innovation est co-conçue, lorsqu'elle, de facto, au moment où on la pense, elle inclut des questions de bien public. Alors ça, évidemment, c'est des débats qui nous dépassent, qui sont juridiques et qui n'étaient pas directement dans le scope de cette étude. Mais je pense que ça fait vraiment partie des enjeux qui sont derrière ce qu'on est en train de manipuler et qu'il faut en avoir conscience. Voilà, on vous remercie.